very fucking boring crap shirt you got on. Why do we call ourselves the Smiths? We call ourselves the Smiths because you decided we were called the Smiths. And I decided. Oh, shut up. I remember Alex from Blur sinking his teeth into my arse. And they wonder why there's no real rock and roll stars around. This is the shit you got us doing, fuckers. Are you really as funny as your music? Tell me. They're really funny. I have no sense of humor at all. They're really funny. I think you're rather funny. No, they'll tell you too. Don't sign to major at first, because you'll get swallowed up and forgotten about. Try and not be too ambitious. Salut et bienvenue dans Bande de Pop, le podcast où on parle musique comme on en parle entre potes, sans prise de tête, sans jargon, juste par passion. À chaque épisode, on plonge dans un album, un groupe, une époque et bien sûr dans nos souvenirs. Une petite précision avant de commencer, pour des raisons de droit, vous n'entendrez pas d'extraits musicaux, mais on espère sincèrement que ça vous donnera envie d'aller découvrir ces morceaux par vous-même. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Chloé. Salut. J'accueille Marquand. Bonjour. Et j'accueille Eric. Salut. Aujourd'hui, on va se projeter en juin 99 pour parler d'un album que peut-être vous connaissez. Ça s'appelle Terror Twilight et c'est du groupe Pavement. En quelques mots, pourquoi on a choisi d'évoquer cet album pour ce deuxième épisode ? Alors pour ma part, c'est vrai que ça faisait partie des disques que je voulais qu'on évoque. Mais en fait, c'est surtout pour des raisons très subjectives, en fait, carrément. C'était le premier album que j'ai pu écouter vraiment bien chez moi, tranquillement, de Pavement. C'est un album que j'ai adoré ou quoi, et c'est surtout l'album, en fait, qui m'a ensuite ouvert la voie vers la discographie de ce groupe qui, pour moi, enfin, en tout cas, à mon titre personnel, et c'est dans mon petit... Pavement, c'est dans mon petit panthéon perso, de mes petits groupes chouchous, quoi, en fait. Ouais, moi aussi j'ai commencé à écouter Pavement avec Terror Twilight en fait. Donc ça a été ma porte d'entrée. J'avais déjà entendu des singles avant, mais Terror Twilight a été l'album qui m'a fait cliquer. Faut dire que c'est un album plutôt mal aimé. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait en parler. Ouais, moi je rejoins mes petits camarades. Alors moi j'ai pas découvert Pavement par Terror Twilight, mais en tout cas, en effet, c'est le dernier album de Pavement. C'est, comme disait Chloé, un album qui en général est, en tout cas à notre sens, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, assez mal considéré. Et puis on trouvait assez intéressant de trouver d'autres pistes, déjà de comprendre pourquoi il est pas aimé. Et puis de le réhabiliter un petit peu parce que pour nous il a toute sa place dans la discographie de Pavement, donc voilà, haut les cœurs, et on va se battre pour défendre Terror Twilight. Alors Pavement, moi je vais le dire avec mes mots. Dis-le avec tes mots et dis-le avec ton cœur. Voilà, je vais pas faire Monsieur Larousse, c'est le dictionnaire, tout ça quoi, c'est... déjà c'est l'étiquette, c'est la musique lofi, on dit lofi, on dit lo-fi, comme les Américains quoi. Ok, et du coup voilà, pour situer ça, mais enfin pour moi c'est ces musiciens en fait qui n'en ont pas vraiment l'air, et en fait c'est ce qui fait tout leur génie quoi, en fait c'est le côté en fait, voilà, ça ramène à cette époque, on va dire, fin 80, 90, voilà, que j'ai beaucoup connu ou quoi, de groupes cool, de groupes, tu vois, un petit peu avec ce côté nonchalant, ce côté de ne pas y toucher ou quoi, mais qui, quelque part, en fait, ça fait leur génie, quoi, en fait, tu sais, c'est avec des chansons très déstructurées pour l'époque, quoi, en fait, et enfin, c'est cette impression de... Comment dire, on a une oreille en fait distraite pourrait dire c'est un groupe qui sait pas jouer de musique en fait, tu vois, parce que des fois c'est désaccordé, c'est tellement déstructuré dans tous les sens, ça part même et les albums c'est difficile de trouver une vraie ligne conductrice ou quoi, et voilà, c'est tout ce qui fait pour moi le génie de ce groupe en fait, c'est le côté détaché, cool, encore une fois, moi c'est le premier mot qui me vient, mais en même temps voilà, arrogant, et puis qui a un vrai regard en fait sur le monde de l'époque quoi, en fait, tu sais, qui sans vraiment être militant ou quoi, en fait ils ont toujours ce côté ce regard un peu acerbe, ce regard ironique en fait sur les choses qui l'entourent,
ça touche tout, hein, ça touche la culture américaine, ça touche même la pop musique de l'époque. Moi je me souviens de paroles où Stephen Malkmus, hein, donc, qui est la figure centrale on va dire quand même de Pavement, où il s'en prend directement en Smashing Pumpkins, qui à l'époque en fait était un groupe hyper important aux États-Unis ou quoi. Enfin voilà, c'est tout ça, c'est ce côté voilà, c'est ce côté nonchalant mais en même temps génie. Je trouve, Pavement. C'est bien résumé. Quelqu'un veut rajouter quelque chose Ouais, peut-être juste vraiment pour contextualiser, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Pavement et qui voudraient découvrir le groupe par rapport à notre podcast. Voilà, bon, donc très rapidement, un groupe fondé à la fin des années 80, donc comme tu l'as dit, autour principalement de Stephen Malkmus et de Scott Canberg, hein, qui sont vraiment les deux membres fondateurs du groupe. Très rapidement, Pavement, c'est 5 albums en une dizaine d'années, hein, qui va les mener donc jusqu'au fameux Terror Twilight dont on va vous parler. Et quels albums. Puis comme tu disais tout à fait, hein, c'est une discographie quand même assez lo-fi. Disons, c'est faussement faux, j'aime bien dire ça de Pavement en fait. Ce côté faussement faux, où en grattant un peu, finalement, on se rend compte que derrière cette volonté justement de se détacher par quelque chose de décalé, c'est quand même hyper bien en place et voilà, c'est des mecs qui savent écrire quand même des chansons. C'est un groupe aussi, on en parlera je pense, qui a quand même brassé énormément de styles musicaux différents tout au long de cette fameuse décennie et qui vont donc les amener à sortir ce fameux album en 1999 qui prend un peu sur plusieurs points, mais ça on va largement parler au niveau de la prod, au niveau des compositions, qui prend un peu le contre-pied de ce qu'ils ont fait avant, d'où ce fossé et le fait que cet album est pour beaucoup assez mal aimé. Puis quand on parle de Pavement aussi, j'en parlais là tout à l'heure rapidement, il faut parler aussi de la figure de ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, mais la figure du slacker, justement, c'est ce dont je parlais là il y a quelques instants. C'est en fait c'est cette jeunesse un peu désabusée, voilà, mais qui a envie de faire des choses et puis qui a beaucoup de talent quoi en fait. Et puis enfin c'est cette jeunesse américaine un peu descendante du mouvement hippie quoi en gros. Pourquoi t'aimes pas ce mot ? Je sais pas, c'est slacker, je sais pas, je le trouve trop péjoratif. Mais en gros, voilà, c'était l'époque aussi qui voulait ça. Je me souviens, enfin pour moi par exemple, il y avait plein d'artistes comme ça. Je pourrais mettre les débuts de Beck, notamment dans ce genre de mouvement. Enfin, la chanson Loser, pour moi, c'est un titre pur slacker quoi en fait. C'est avec un regard sur le monde, mais aussi avec beaucoup d'autodérision, voilà, où on n'hésite pas à s'auto-flageller, à se casser, puis à rire de soi-même en fait, de notre condition en fait dans les chansons. Pour moi, Pavement c'est aussi ça, et Malkmus en fait avec Pavement, voilà, il apporte aussi, voilà, il y a aussi beaucoup d'autodérision surtout quoi en fait dans tout ce qu'il raconte quoi en fait. Ouais, puis c'est quand même, enfin, juste pour terminer là-dessus, je trouve que c'est quand même un groupe assez unique, quoi. Enfin, dans son genre musical. Enfin, il y a très peu finalement de groupes qu'on peut comparer à Pavement. Moi, je trouve ils ont quand même une identité extrêmement forte. Souvent, on a fait des passerelles. Alors, on a dit ouais, c'est un peu les The Fall des États-Unis. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment un groupe qui a réussi à digérer des influences. C'est très américain. Déjà, je trouve vraiment dans la musique, c'est très américain. Il y a du blues, il y a plein de choses. Enfin, ils ont digéré plein d'influences, mais ils font du Pavement, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même hyper balèze. Et en même temps, si je devais citer un groupe qui irait avec le qualificatif indie rock, je parlerais de Pavement. Un groupe qui a digéré énormément de choses, mais ouais, si je dois citer un groupe pour évoquer l'indie rock, je parlerai de Pavement. Ouais, et puis je trouve que Pavement, à travers sa discographie, je trouve qu'ils ont été mais déterminants pour la suite. Enfin, le nombre de groupes qui a dû s'inspirer de Pavement, enfin pour faire des choses, ça doit être incroyable. Moi j'ai lu un truc sur eux, alors je sais pas si c'est peut-être une phrase toute faite ou quoi, et en fait c'était un gars qui disait Pavement c'est un peu comme le Velvet Underground quoi, en fait peu les ont entendus, mais ceux qui les ont vraiment écoutés on finit par faire de la musique et puis ou bien faire quelque chose dans la musique ou quoi qu'en fait. Enfin là, je trouve que c'est puis, incroyable. Et puis il y a pas que des, ils n'ont pas eu une influence que sur des musiciens. Moi je pense à Bret Easton Ellis qui est super fan de Pavement, qui le dit. Et ouais, c'est vraiment une figure artistique complète aussi, Pavement. Il existe même des chansons sur Stephen Malkmus.
voilà, sur Spotify, je l'écoutais tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça rencontre. C'est une chanteuse indie qui a une chanson I Wish I Was Stephen McMuse, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça, quoi. Enfin vraiment, enfin c'est voilà, tout ce groupe, tout ce qu'il a pu véhiculer, c'est incroyable comment ça a pu influencer, quoi, en fait, je trouve, c'est personnel, quoi. Je peux rajouter aussi que Pavement, c'est aussi un groupe qui a son esthétique, notamment avec toutes ses pochettes. On les repère de loin, c'est quelque chose qui est vraiment travaillé. Ils sont bien en adéquation avec la musique d'ailleurs. Exactement. Côté footrack qui est. C'est ça, avec du collage un peu brouillon. De la typo manuscrite, des couleurs assez vives, et à chaque album il y a un univers, une gamme chromatique qui est complètement différente, et en ça c'est aussi quelque chose qui marque et qui fait que on peut dire que ce groupe est un peu une sorte d'icône dans le paysage musical de ces dernières années, quoi. Et justement, on pourrait juste avant d'évoquer, de rentrer dans Terror Twilight, juste rapidement évoquer un petit peu leur discographie. Tu disais, Eric, tout à l'heure, c'est quoi, c'est en l'espace de 10 ans, c'est quoi? Ouais, 5 albums, donc avec une régularité assez métronomique, d'ailleurs, on est vraiment quasiment tous les 2 ans. Tous les 2 ans, à peu près, on a vraiment un album qui tombe. Je crois qu'il doit y avoir une dizaine d'EP, donc c'est hyper structuré, il y a pas de trou. Et puis à chaque fois, on pourrait peut-être les citer. À chaque fois, c'est des albums qui comptent, quoi. Que ce soit le Slanted and Enchanted, le premier. Bon, c'est le premier, il est peut-être pas apprécié de tout le monde ou quoi, mais il y a quand même des chansons de fou dedans. C'est le préféré de Malcolmus, apparemment. Ouais, mais il y a des chansons de. Le deuxième, c'est Crooked Rain, c'est ça. C'est peut-être l'album le plus Pavement et peut-être le plus accessible dans la forme Pavement du début, quoi, en fait. Après, j'arrive jamais à le prononcer. Woozizouis. Voilà, et c'est peut-être leur album culte, quoi. Mais celui-là, il est très long et clairement footrack, ça part dans tous les sens. Quand même, c'est un petit tournant, moi je trouve, cet album. Mais avec des chansons incroyables dedans, quoi. Des chansons comme We Dance, c'est le titre d'ouverture. Des chansons comme Father of Sister of South, qui est folk, Grounded. Je sais pas si c'était Grounded, mais des chansons assez dingues. Après, il y a l'album avec Stereo chez D-Lane, Brighten the Corners, c'est ça. Et c'est pareil, je trouve qu'il est aussi, il a quand même quelques singles assez hyper marquants, quoi. Et on revient sur un format, on en reviendra après peut-être, mais ce déroulé il est intéressant parce qu'on voit, ils partent quand même d'une base très très lo-fi pour le coup, voire quasi bruitiste sur certains passages de Slanted and Enchanted. Et progressivement tout au long de cette décennie, on a quand même une dérive, une dérive sans que le mot dérive soit péjoratif, en tout cas une volonté d'évoluer, et je pense que tu as raison, la pierre angulaire c'est vraiment Woozizouis, où il y a une multitude de genres en fait qui sont mixés. Il y a même des passages qui font quasiment cabaret. C'est un album d'une richesse absolue. Et après on part en effet sur Brighten the Corners qui reprend un formalisme finalement plus classique, on va dire, avec des compositions pop quand même plus audibles, chez D-Lane, voilà. Et là, on arrive donc au fameux Terror Twilight, chant du cygne de Pavement, qui pour le coup, à bien d'égards, est peut-être mais on va en parler, je pense, l'album sur lequel on retrouve les compositions, en tout cas certaines compositions qui sont parmi les plus pop de Pavement. Parlons-en, Terror Twilight, du coup sorti en juin 99, on arrive à la fin d'une décennie, fin de cycle aussi pour le groupe. En fait, c'est aussi je trouve que c'est aussi un album de son époque, en fait. Pour resituer 99, j'avais 15-16 ans à l'époque. J'ai essayé justement, pour essayer de préparer un petit peu l'émission, j'ai essayé de me remémorer un petit peu comment je voyais les choses à cette époque-là, en 99. Donc c'était moi biberonné à la Britpop. C'était clairement la fin de la Britpop, c'était RIP the Britpop, quoi. Elle était morte et enterrée à ce moment-là, quoi. Et donc et puis en fait je voyais j'avais l'impression que le tempo se ralentissait un petit peu, on va dire, si on voulait une photographie générale en fait de la musique, on va dire du rock alternatif ou quoi. Moi je voyais les trucs dominants à l'époque, c'était
c'était plus voilà, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais en tout cas moi je le ressentais comme ça. C'était plus voilà, je trouvais qu'il y avait un mouvement qui était le trip hop en fait, qui était à son apogée avec Massive Attack qui venait de sortir Mezzanine, album incroyable. Portishead là qui était aussi au top cette année-là, enfin ou bien un petit peu avant, ils sortent aussi un live à New York en fait qui compile, on va dire, leurs 2 premiers albums qui eux aussi sont cultes. Donc en fait j'ai l'impression que ça se ralentit en fait, que l'indie alternative devient un peu plus cérébral. Il y a Björk aussi qui voilà, 2 ans ou 1 an avant sort Homogenic, il a fait un carton ou quoi. Et puis t'as surtout voilà, et c'est là que vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Vous savez ce que tu vas dire. Vous savez ce que j'allais dire. Mais en fait c'est une époque où dis-le. Où il y a vraiment un groupe qui est sur le plan artistique et tout, enfin domine tout, en fait, et c'est ce groupe-là c'est Radiohead. Donc on est en 99, donc Radiohead a sorti OK Computer. OK Computer, on sait voilà le entre guillemets le séisme un petit peu que ça a été dans cet univers-là, et il se trouve que on en parlera peut-être par la suite ou quoi, mais en fait cette prédominance de Radiohead en fait elle aura beaucoup d'importance sur Pavement et puis sur Terror Twilight quoi, en fait. Enfin, c'est une époque où vraiment tout le monde se réclame de Radiohead, tout le monde veut se faire produire par Nigel Godrich qui est un peu, qu'on peut considérer comme carrément le 6e membre du groupe Radiohead, et plein de groupes, voilà, on peut les citer. On va citer Beck déjà, Beck qui se fait produire par Nigel Godrich, qui sort 3 albums avec lui, notamment Mutations, c'est ton préféré je crois, Eric, qui disait, voilà. Sea Change, voilà. Et donc après Godrich il va produire Air, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va faire passer des groupes de Ligue 2 écossaise, il va en faire un groupe de stade, je parle de Travis là. Il va même un mec que j'adorais, il va complètement le changer, c'est Neil Hannon de Divine Comedy quoi, en fait il va produire Regeneration je crois, donc il va carrément changer aussi l'ambiance, on va dire, de Divine Comedy le temps d'un album, et donc c'est ce fameux Nigel Godrich en fait que Pavement va choisir pour The Terror Twilight. Et vous, comment vous la voyez un petit peu cette époque 99 début 2000? Moi j'avais 9 ans. Ouais. Et je ne connaissais pas du tout, j'écoutais pas ce style musical, mais je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, donc je connaissais pas du tout, mis à part peut-être j'ai dû voir peut-être un clip sur M6 Hit le dimanche, mais je sais pas, je ne m'en souviens pas. Eric? Moi, je suis assez d'accord avec toi en fait sur l'extinction entre guillemets de la vague Britpop qui a quand même été un séisme à cette période-là. Moi, j'étais un petit peu plus âgé que vous. Enfin, mais j'avais 24-25 ans, donc j'étais vraiment en plein âge de, comment dirais-je, de vivre pleinement en tout cas ce qui sortait. Et c'est vrai que la Britpop a pris une telle place en fait dans le paysage musical de l'époque entre 93, 14 et 98, que tout à coup on s'est senti comme orphelin musicalement. Et là où je te rejoins, moi je trouve ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a une bascule un petit peu Angleterre, États-Unis. Je trouve que véritablement c'est comme si le focus avait quitté la perfide Albion, là où on avait traversé l'Atlantique, et c'était l'époque vraiment où il y avait un grand intérêt pour des choses beaucoup plus lo-fi, notamment Will Oldham aussi. Je crois que ces albums n'ont jamais aussi bien marché, toute proportion gardée bien évidemment, mais qu'à l'orée des années 2000, c'est là où apparaissent Sparklers, Mark Linkous, etc., qui du coup Mark Linkous produit Daniel Johnson. Il s'est passé un truc en fait plus aux États-Unis. En tout cas, moi, perso, cette période-là, c'est comme si je m'étais un peu recentré côté États-Unis. J'ai jamais écouté autant de trucs américains. Ça m'a ouvert. J'ai commencé à écouter des trucs que j'avais jamais écoutés avant, des groupes comme Slint ou autres. J'ai vraiment fait la passerelle. Il y a vraiment une bascule, et du coup, on est en plein dedans, parce que c'est intéressant aussi de voir que même les Américains prennent Nigel Godrich pour venir les produire. Donc à mon avis, c'est pas anodin. Il se passe un truc, il y a une vraie bascule à ce moment-là. Ouais. Et moi, j'étais pas née non plus, donc en fait, ça va être compliqué
de dire des choses là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez quelle a été la réception de cet album à sa sortie, l'accueil critique, les réactions du public? Vous vous souvenez un peu de la presse d'époque, Marquand? Moi, Eric ouais, parce que perso, je me permets, hein, vu que j'ai vécu le truc. Du coup, il y avait vraiment deux camps, et c'est ça qui était rigolo. Moi, je me souviens d'une chronique, mais dithyrambique dans les Inrocks, qui avait été faite par Christophe Comte, grand rédacteur des Inrecuptibles à l'époque, où véritablement pour lui c'était le meilleur album de Pavement, quoi. Parce que, alors pourquoi, comment il expliquait ça? Déjà il louait vraiment le fait d'être allé chercher Nigel Godrich pour produire, parce qu'il trouvait que c'était la meilleure idée qui pouvait arriver à Pavement, que finalement pour lui Stephen Malkmus était enfin arrivé à ce qu'il aurait dû toujours arriver, c'est-à-dire sortir un album qui mettait véritablement en valeur la qualité de ses compositions, sans que, alors je sais plus trop les termes qu'il employait, mais c'était un truc du genre une mélodie n'est pas obligée de se finir en stock car, voilà, donc mais je trouvais le truc plutôt intéressant, dans l'esprit, voilà, une balade peut rester belle jusqu'au bout sans qu'on mette un gros truc bruitiste, voilà, donc en gros le message qu'il voulait faire passer, c'était véritablement pas besoin de massacrer ces morceaux, et on peut prouver au monde entier que Stephen Malkmus est vraiment un super songwriter. Après, c'est vrai que du coup, en écrivant ça, je trouve qu'il annonçait aussi un petit peu la fin de Pavement, parce que sa chronique était hyper auto-centrée sur Malkmus, en fait, et non pas sur le groupe. Et ça, je pense qu'on va en parler par rapport à Terror Twilight. C'est aussi l'album de la bascule où il y a vraiment une césure entre c'est lui tout seul et les autres derrière, quoi. Voilà. Donc il y avait ce côté-là. Il y avait des gens donc qui trouvaient que c'était dithyrambique et qu'enfin Pavement sortait un petit peu de ses bricolages à 2 balles. Je caricature, hein, bien évidemment, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce qu'on pouvait lire. Et en contrepartie, il y avait les indie rockeux purs et durs qui disaient non mais c'est quoi ce bordel, les mecs ont une identité, les mecs ont un truc, et puis tout à coup ils nous sortent un truc, j'avais lu aussi un truc dans une autre chronique où il disait c'est une production lisse comme les fesses d'un bébé, voilà, tu vois, c'était vraiment mais c'est quoi, c'est pas Pavement, quoi, tu vois. Et du coup je trouvais, c'était marrant parce que moi, alors on en reparlera aussi après, j'ai pas tout dévoilé, mais moi j'ai une vision, je suis pas modem, mais j'ai une vision assez centriste du truc, quoi. Moi je me retrouve un petit peu entre les deux, quoi, parce que j'ai du mal à dire que c'est le meilleur album de Pavement, mais c'est loin d'être nul, quoi, tu vois, ou loin d'être un mauvais album. Donc, mais pour répondre à ta question, à l'époque, il y avait une vraie césure, et je disais tout à l'heure un petit peu, on en parlait un petit peu avant de faire le podcast, et qui me rappelle moi un petit peu quand Bell & Sebastian avait signé chez Rough Trade, où à un moment donné ils sont passés de leur côté un peu bricoleux que les gens, qu'une certaine catégorie de personnes adoraient chez Gipster, à un truc vachement produit, super léché, avec des compositions pop bien carrées, qui leur a attiré un nouveau public et qui en même temps a fait que certains ont délaissé le groupe, quoi, et où s'intéressent plus du tout à ce qu'ils sortent maintenant. Voilà. Donc c'était marrant. Il y avait vraiment ces deux camps finalement assez marqués. Ouais. Non, mais clairement, c'était ça, hein. Eric a tout à fait raison. C'était la réception critique, notamment la réception des fans. Le pur fan de Pavement, lui, il estimait que ils avaient tué son Pavement, quoi, en fait, quoi. C'était ça, quoi, en fait, clairement, quoi. Et du coup, c'est pour ça que ce disque, en fait, il est honni par les fans, on va dire un peu pur et dur, mais en même temps, c'est un super album. Voilà, c'est vraiment, du coup, un disque qui navigue entre tout ça, quoi, en fait, et qui, malheureusement, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs aujourd'hui, quoi, en fait, voilà, quoi. Et déjà à l'époque, est-ce que y avait de la documentation qui nous indiquait que Malkmus était quand même à part et travaillait plus avec Godrich plutôt qu'avec l'ensemble du groupe? C'est quand même su plus tard, donc il faut savoir qu'en fait dans le processus, en fait ce qui a conduit justement à parce que donc il vous aura pas échappé que du coup Terror Twilight a un son différent, on va dire, une approche différente en fait par rapport aux autres albums de la discographie de Pavement. Donc voilà, il faut savoir qu'en fait il est ressorti plus tard, en fait, et c'est notamment par les autres membres du groupe qui ont pu raconter ça ou quoi, c'est qu'en fait Stephen Malkmus
et ben il s'enfermait beaucoup avec Nigel Godrich, donc le producteur. Et en fait, ils travaillaient surtout à deux, quoi, en fait. Et, le reste du groupe était devenu un petit peu malheureusement pour eux, que des exécutants, quoi, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi cet album a aussi l'image de premier album solo de Stephen McMus, quoi, en fait. Et je crois qu'on n'a pas encore dit, du coup, mais le groupe se sépare à peu près 6 mois, il me semble, après la sortie de Terror Twilight. Ils entament la tournée, et puis à l'issue de la tournée... Non, mais clairement, il y a vraiment une cassure, voilà, au sein du groupe à ce moment-là, avec un McMus très proche de Godrich qui fait les choses dans son coin. Enfin, il y a vraiment eu, même on en parlait tout à l'heure rapidement, même dans le track listing, en fait, de l'album, ils étaient pas d'accord entre eux. Finalement, on s'est retrouvé avec un track listing qui n'a convenu à personne, quoi, en fait, parce qu'il a fallu faire il a fallu qu'un tel soit content, qu'un tel soit content. Finalement, personne n'est content, quoi. C'est toujours pareil, quand on veut plaire à un max, on plaît à personne. Et donc voilà, en fait, cet album-là, c'est un bel album, mais un peu cabossé de partout et de l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. Et après, on va parler du contenu, j'imagine. Du disque, quoi. Enfin voilà, il faut vraiment avoir cette image-là du producteur qui vient quand même semer un petit peu la pagaille dans tout ça. Mais après, Eric le disait aussi, peut-être qu'après tout, voilà, donc on sait que le groupe, après, il survivra que quelques mois après la sortie de cet album. Mais est-ce que après tout, le verre était pas dans le fruit déjà, quoi, en fait. Oui, après c'est peut-être facile, je pense, de dire oui, c'est de la faute de Godrich. Je pense pas que c'est de la faute de Nigel Godrich, fondamentalement. Après, il a peut-être accéléré, en effet, le processus. Je pense qu'il y avait d'ailleurs, je pense que Godrich, il avait été interrogé une fois sur cette question-là. Il avait dit, mais bon, moi, qu'on m'accuse pas d'avoir fait splitter Pavement, mais en tout cas, tout ce que je retiens de cette expérience, c'est que maintenant j'ai un super ami, c'est Stephen McMus. Donc il y avait quand même ce côté un peu les autres, finalement j'en ai un peu rien à foutre, moi je me suis fait un pote et c'est cool, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est, alors Godrich, a priori il avait rien demandé, c'est-à-dire qu'en gros il voulait pas de cachet, machin, il dit non mais il les avait même pas vus sur scène, il a dit moi en fait il voulait se faire, pour parler un peu vulgairement, je pense qu'il voulait se faire Pavement, quoi. Voilà, sur sa carte de visite, c'était peut-être une expérience supplémentaire. Après, le fait est que tu parlais de la setlist qu'il voulait changer, il voulait mettre, on va parler après des morceaux, j'imagine, mais il voulait mettre Platform Blues, je sais plus, c'est The X, il y a plusieurs trucs en premier, en tout cas un morceau assez long. En fait, il voulait radioédiser, mais tu avais un terme pour ça qui était... non, mais c'est même Stéphane Maclous qui le dit a posteriori plus tard, même lui, il trouvait que cet album-là, et donc il utilisait le terme radioédit, quoi. Voilà, Radiohead, exactement. avec le Y à la fin pour faire adjectif, quoi. Et donc, même lui le dit, quoi. Donc, clairement, il l'a reconnu après, quoi. Donc, voilà, donc après... Précipitez-vous sur cet album-là de Pavement. Voilà. Même si vous n'êtes pas fan de Radiohead. Et du coup, est-ce qu'il existe un top 10 d'albums Radioheady, tout confondu ou pas? Un top 10 d'albums je sais pas. Radioheady non, mais après, je te dis, à cette époque-là, en 99, 2000, jusque 2002, en fait, tout le monde a voulu ressembler à Radiohead, quoi, en fait, clairement, quoi. En fait, tout le monde a voulu prendre le truc pour espérer percer, on va dire, entre guillemets, et il y en a qui ont réussi. Hein. Je parlais de Travis, clairement, c'est vrai, Travis, moi j'ai une énorme tendresse pour ce groupe, mais c'est quand même un groupe de seconde zone. Voilà, enfin, il faut voir qu'il faut... Avec Godrich, ce groupe-là a réussi à être en tête d'affiche de tous les festivals. Après, je pense que là où il y a une honnêteté, je pense, culturelle et musicale chez Pavement, et en tout cas chez Stephen Malkmus, je pense qu'il n'a pas pris Godrich pour percer. Non. Et je pense qu'il a pris Godrich parce qu'à un moment donné, il s'est dit, putain, je sais écrire des putains de chansons, et j'ai envie de voir comment elles sonnent. Et moi, vraiment, la manière dont j'ai envie d'aborder ce disque quand je l'écoute, c'est ça. C'est de me dire à un moment donné, voilà, je pense que c'est plus une volonté d'un homme, de Malkmus, de dire putain, non, je suis pas un bricoleux, arrêtez, je sais écrire des titres et je vais vous le prouver. Et là, pour moi, il a réussi son truc. Parce que si on prend Terror Twilight sous ce prisme-là, sans prendre en considération, je sais que c'est dur, mais le reste de la discographie de Pavement, c'est un putain d'album, quoi. Voilà, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'on peut comprendre clairement ce que dit Eric. Eric a totalement raison. C'est que je pense que McMus, c'est comme tous les groupes, c'est comme nous, en fait. On commence à 18-20 ans, mais après on grandit, on a envie d'autre chose, quoi.
Et j'imagine que, voilà, 10 ans après les débuts de Pavement, il s'est dit, bon, et si on me voyait autrement que le mec qui fait des chansons bricole tout, et puis que, voilà, je te fais un début comme ça, une fin comme ça, un milieu comme ça. Et je pense que le mec a voulu, même en tant que musicien, voilà, et en fait, il a voulu carrément montrer que, voilà, je suis un bonhomme, quoi. Je sais faire de la musique, je sais faire des chansons et tout, quoi. On y va, quoi. Alors justement, Eric l'a un peu évoqué, mais c'est quoi votre rapport personnel à l'album ? Quand est-ce que vous l'avez découvert ? Comment ? Qu'est-ce qui vous a marqué à la toute première écoute ? Est-ce que vous avez eu un coup de cœur immédiat ou alors c'était progressif ? Et après, on pourra parler aussi des morceaux qui, selon vous, sont marquants. Chloé, quand est-ce que tu as découvert cet album et comment ? Alors, moi, du coup, je découvre... Le premier album complet de Pavement que j'écoute, c'est celui-ci. Mais j'écoute Pavement pour la première fois parce que, en fait, je pense que j'ai 14 ans et je commence à adorer les Pixies. Et je pars avec mon père qui me dit bah, tu devrais écouter Pavement. Le rêve, quoi. C'est clair, c'est clair. Et je crois que je tombe sur un live de Culture Air qui traîne, un live qui traîne sur YouTube qui doit avoir 100K de vues, un truc du genre. Je sais plus sur quelle émission c'est. Un talk show. Ouais, Tonight Show, un truc comme ça ça s'appelle, je crois. Et donc le live est en 144p, je pense, un truc du genre. Enfin, on voit rien. Enfin, juste ces mecs complètement déglingo. Ouais, c'est crado. Et j'aime bien, en fait. Et je sais pas pourquoi, mais quand je veux écouter des disques, je me suis pas dit, tiens, je vais les écouter dans l'ordre. Ou tiens, je vais écouter le disque sur lequel se trouve Culture Air. Et je commence par Terror Twilight parce que j'adore la pochette, en fait. J'adore les contrastes de couleurs sur la pochette de Terror Twilight. Et donc je l'écoute. Et d'abord je me dis waouh, bah, ça ressemble pas du tout à Culture Air. Ça a pas du tout le même son. Je reconnais les mélodies, les manières d'écrire qui par contre me semblent coller avec ce que j'ai entendu pour la première fois. Mais je sais que dès que j'entends Spit on a Stranger, je suis conquise directement. Ce morceau doux amer, pour commencer, il est absolument magnifique. Et surtout, je me surprends à pas faire attention au changement de morceau. En fait, je trouve qu'il y a une cohérence sur Terror Twilight de toute façon qui fait que, même si évidemment il y a des tubes, on est plongé du début à la fin et on n'a pas envie, on n'a pas envie de décrocher, quoi. On en parlera plus tard, mais moi c'est un disque que j'écoute toujours d'une traite et je réécoute rarement des morceaux seuls. Ok. Et pour toi, du coup, cet album, ça a été évident à la première écoute. Ok. Moi je disais tout à l'heure, en fait c'est le dernier album de Pavement que j'ai écouté, privilège de l'âge, donc j'ai écouté forcément les autres avant au fur et à mesure des différentes sorties. Moi j'ai pas vécu véritablement ce dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de truc de césure, de dire waouh, c'est carrément différent, c'est mieux, ou waouh, c'est carrément différent, c'est nul. En fait, je l'ai pris comme un album de Pavement, en fait, ni plus ni moins. Donc, je me suis pas senti obligatoirement perturbé, en tout cas par de prime abord, en tout cas, par l'écoute de Terror Twilight, que je trouvais même assez cohérent finalement dans ce que j'évoquais tout à l'heure, la succession de leur discographie. Je trouve qu'après Brighten the Corners, qui prend déjà un virage un petit peu plus... alors je mets des grosses guillemets à pop, voilà, mais enfin en tout cas dans son formalisme en tout cas et la structure des morceaux, et soutenu aussi par des morceaux singles véritablement, ce qu'on n'avait pas obligatoirement sur les 3 premiers albums, ou de manière on va dire un peu moins évidente. On est dans la continuité finalement d'un album assez classique dans sa structure, donc sur l'intégralité de la discographie je trouve pas qu'il est choquant. Après quand on le prend individuellement, ce qu'on disait tout à l'heure, il est fondamentalement différent. Après je pense aussi ce qui m'a pas fait
réalisé vraiment le fossé ou la différenciation sur le moment, c'est qu'en plus je les ai vus, ils s'étaient passés à Lille. À l'aéronef sur cette fameuse tournée Terror Twilight, donc je les ai vus à Lille et je les avais jamais vus. Enfin, pour moi c'était une première. Et donc j'ai pris du Pavement classique en pleine face, comme ça pouvait l'être à cette époque-là, avec finalement... D'ailleurs, il jouait, de mémoire, il jouait pas tant de morceaux que ça de Terror Twilight, donc c'était quand même assez révélateur du climat du groupe à ce moment-là, et du fossé qui pouvait exister entre Malkmus et ses musiciens. Ça sentait clairement la tournée d'adieu, donc il tapait dans tous les disques. Enfin voilà, c'était donc j'ai pas eu tout de suite cette approche véritablement de me dire ouh là là, c'est l'album de la fin, l'album est différent, etc. Donc je l'ai pas vécu comme ça. Ça m'est arrivé vraiment un petit peu après. En fait, c'est quand il y a eu le premier album solo de Malkmus, où je me suis dit, purée, mais qu'est-ce que cet album ressemble à Terror Twilight ? Et en fait, c'est là que, pour moi, la bascule s'est opérée. Et je me suis dit, oui, mais est-ce que le dernier Pavement n'est pas le premier Malkmus ? En fait, voilà. Et c'est à ce moment-là, moi, que véritablement, je me suis dit, ouais, il se passe un truc, quoi. Mais c'était cool, parce que moi, j'adore le premier Malkmus, mais je pense que vous l'aimez tous. Il est trop génial, quoi. Et du coup, ça m'a renforcé dans l'idée que Terror Twilight était aussi un super disque. Moi, pour ma part, j'ai découvert Pavement avant Terror Twilight. Je me souviens très bien, j'avais 15 ans, quoi. À l'époque, je lisais beaucoup la presse et tout. C'est un peu notre seul... c'était en lisant des magazines qu'on apprenait des choses, quoi. Qu'on avait un petit peu de news sur la musique. Il n'y avait pas encore trop internet à l'époque, en tout cas. Moi, je l'avais pas. Mes parents ont embrassé la fracture numérique de plein pied. Ils adorent ça. Et voilà. On a toujours été comme ça. Et je me souviens très bien, c'était dans Rock & Folk, c'était une interview de Blur. Je me souviens, ça devait être durant l'année 98. En fait, c'était une interview qui précédait la sortie de l'album 13. Et dans lequel en fait c'était Coxon et Albarn, je me souviens, en 98 on avait vécu l'après Coupe du Monde, je me souviens bien parce que c'était dans des sofas rouges, puis il y avait la mascotte de Jules, tu sais, de l'équipe de France, de la Coupe du Monde et tout. C'était pas Footix, c'était la mascotte de Jules, quoi, en fait. Ouais. Et j'ai encore l'image en tête, voilà. Et donc en fait, dans toute cette interview, en fait, il racontait que depuis quelques années ou quoi, leur plus grosse influence, que ce soit pour 13, donc qui allait sortir, mais aussi pour l'album éponyme du 97, l'album avec Beetlebum, Song 2 ou quoi, que leur plus forte influence c'était Pavement. Et moi, en fan kikou de Blur, je me suis dit, attends, il faut que j'aille écouter Pavement. Ce que j'ai fait. Alors j'ai pris mon petit sac à dos, je suis allé à la médiathèque de près de... Tu l'as trouvé tout de suite ? Hein ? Tu l'as trouvé tout de suite ? Non, je suis allé voir s'il y avait du Pavement. Il y avait du Pavement, sauf que j'étais vite calmé ou quoi, parce qu'en fait, comme beaucoup de CD à la médiathèque... Ils sont malheureusement rayés en fait les CD, tu sais, ce qui fait qu'en fait j'ai pas vraiment pu écouter comme je voulais ou quoi, et donc j'ai dit on verra plus tard, quand je serai plus grand, quand je pourrai m'acheter des disques, j'achèterai du Pavement. Et en fait il se trouve que du coup 1 an plus tard, Pavement sortait Terror Twilight. Et je me suis dit, là, vas-y, let's go, je vais aller acheter l'album. Donc je suis allé acheter l'album direct, sans rien écouter, sans rien quoi. Pavement, je savais à peine à quoi ça ressemblait ou quoi, ce qui fait que j'ai un peu pris l'album Terror Twilight, un peu comme Eric, tu vois, en fait, parce que si tu veux, j'avais pas vraiment... Enfin, pour moi, Pavement, j'étais un peu, entre guillemets, vierge de Pavement, quoi, tu vois. Et du coup, moi, je l'ai découvert vraiment avec Terror Twilight, donc pour moi, c'était... même si au début, parce que Terror Twilight, je trouve qu'il y a une base très folk en fait au final aussi, quoi, tu vois. Je trouve que beaucoup de morceaux en fait ont une base très folk dans cet album-là ou quoi. Ce fait que moi ça me changeait par rapport à mes standards à moi, tu sais, Britpop, Blur, Oasis, machin et tout, Radiohead ou quoi. C'était beaucoup plus... Du coup j'ai mis un petit peu de temps à l'aimer, on va dire, ce disque. Mais comme je dis souvent, tu sais, quand t'as 15-16 ans que tu t'achètes un disque, tu vas l'écouter le disque, tu vas pas le lâcher, tu sais, au bout de 2 semaines et puis passer à autre chose ou quoi. Et c'est en l'écoutant et tout, et en fait c'est vraiment devenu un album pour le coup à part entière, dans ma vie, à cette époque-là, 15-16 ans ou quoi. C'était c'est un peu c'est une bande son quoi pour moi en fait. Ouais, puis j'allais te dire, si du coup tu avais un rapport très anglais à la musique. Ouais. C'est un album qui est très country, il y a de l'harmonica, ça peut être un peu clairement dur. Donc au début j'étais un petit peu désarçonné comme tu dis par ce côté country, et
folk quoi en fait. Et mais après après j'ai pu découvrir, enfin c'est ça en écoutant voilà que tu t'immerges de plus en plus, et voilà, comme j'ai dit, c'est devenu un album totem, enfin pour moi en tout cas quoi. Fallait que tu rentabilises tes 100 francs dépensés. Exactement. Dans Non mais à cet âge-là tu les rentabilises, hein. Enfin, je sais pas, Eric, quand t'as acheté un disque à 15 ans, on l'écoute à mort, on le bouffait y à va, mort, quoi. Ouais. Ah oui. C'est clair. Moi, je l'ai découvert, j'avais vraiment du mal avec Pavement au départ, quand je me suis penché sur le groupe. Justement, comme tu l'as dit, Marquant, en tout début, c'était le côté déstructuré qui me perturbait. J'étais assez, on va dire, classique dans la musique niveau schématique, même si je n'y connais rien à la musique, j'ai pas fait de solfège, je ne sais pas lire une partition. Mais je sais pas, à mes oreilles, ça me perturbait, et il y avait quelque chose aussi auquel je n'étais pas sensible, c'était les pochettes. Les pochettes, c'est pareil, je commençais un peu à avoir une culture graphique, et j'étais très inspiré, et je le suis encore, par le style international, le style suisse, où on a une certaine rigueur, des grilles, des trucs neutres, machin. C'est de rigueur. Et là, je tombe sur des pochettes complètement déstructurées, avec des découpages, avec des choses, on ne sait même pas d'où elles viennent. C'est des choses plus ou moins, on va dire, personnelles de l'univers de Malkmus. Et je sais pas, ouais, donc au premier abord, j'y suis pas venu, et je demandais conseil à des amis, hein. Il y en a qui m'ont dit, bah écoute peut-être le best-of, machin. Il y en a qui aiment bien le best-of de Pavement, mais d'autres non, parce qu'il y a pas vraiment des morceaux phares dessus. Bah, ce best-of ne m'a pas énormément plu non plus, parce que je me suis dit, bon, bah c'est un peu pareil, ça ne me touche pas, et c'est plus tard, je sais plus quelle année, où une ancienne amie m'a mis le disque de Terror Twilight dans le lecteur CD de ma voiture pour un long voyage. Et moi, la plupart du temps, c'est comme ça que je découvre vraiment des disques, et que je commence à les aimer. C'est si j'arrive à les apprécier à 130 km/h sur une voie rapide. Et comme l'a dit Chloé, c'est un album que j'ai écouté de A à Z, et je me suis dit, pour moi, c'est un sans faute. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a marqué, et c'est aussi le côté un peu plus produit. Peut-être un peu plus introverti aussi au niveau des paroles, qui m'a plu à ce moment-là. Et grâce à cet album, j'ai pu replonger dans toute la discographie de Pavement, et c'est là où je me suis dit, non mais ouais, comment j'ai pu passer à côté de ça pendant tant d'années. Et ça va de soi qu'après les pochettes, je les ai aimées, et moi-même ça m'a aidé dans mes recherches personnelles et dans ma culture graphique, pour apprendre à déstructurer aussi ce que je faisais dans mes travaux, quoi. Voilà. Pour vous, dans Terror Twilight, quels sont les morceaux marquants, vos titres préférés, pourquoi? Pensez aussi aux gens qui nous écoutent et qui peut-être n'ont jamais vraiment adhéré à Marquant. Ça, c'est souvent le cas. Tu vois, mais... À Pavement, pardon. Ça, c'est souvent le cas. Personne n'adhère trop jamais à ma personne, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'était pas ce que je voulais dire. Et donc, ouais, un peu vos bangers, vos titres bangers, et vos recommandations, on va dire, peut-être un titre par lequel une personne pourrait adhérer à cet album-là, et aussi à l'univers de Pavement. Pour redire un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être le morceau où il y a quand même les morceaux pop les plus marquants. Voilà, j'entends tout le temps autant de marquants, mais ouais, en fait, voilà, je pense qu'il y a quand même des efforts de déstructuration dans ce morceau. Faut pas non plus dire que c'est pas du tout un album de Pavement. Enfin, il y a quand même des morceaux, je pense à Platform Blues par exemple, où voilà, où objectivement la déstructuration est là, la complexification des morceaux est bien présente. Alors certes, la prod vient un petit peu adoucir tout ça, mais on est quand même sur un album de Pavement, que les gens ne se trompent pas non plus, hein. Enfin voilà, c'est pas
Ça, il faut que ce soit clair. Par contre, c'est pas obligatoirement ces morceaux-là, en tout cas les morceaux déstructurés, que je conseillerais. Voilà. Pour la simple et bonne raison que, quitte à aller vers du déstructuré, autant taper directement dans Slanted and Enchanted ou Zizouille, vous trouverez largement plus votre compte avec une prod beaucoup plus adéquate et les gens pourront se faire une idée beaucoup plus claire fondamentalement de ce que pouvait être Pavement au milieu des années 90. Donc moi, sincèrement, il y a ce que je retiens surtout sur cet album. Alors, je sais, faut en citer combien ? Allez, un top 3. Un top 3. Moi, je pense que sur les singles, les 3 singles qu'ils ont sortis, je les trouve juste absolument incroyables. Spit on Stranger de mémoire, Carrot Rope et Major League. Enfin, moi, Major League, je trouve que c'est un morceau qui me tire les larmes à chaque fois que je l'écoute. Je trouve And Don't Cry absolument sublimissime. Donc en fait, ce que je retiens le plus peut-être sur cet album, ce sont vraiment les morceaux les plus doux. Enfin voilà, parce que justement, c'est ce qui fait la caractéristique de Terror Twilight. Et je dirais qu'après, on peut retrouver sur d'autres morceaux les ingrédients qu'on peut trouver dans les autres albums de Pavement, mais en juste peut-être un chouïa moins, je vais pas dire moins bien parce que les structures sont là, mais peut-être moins efficaces. Donc voilà, justement, de fait de la prod, ou moins authentique. Voilà, c'est peut-être le mot que j'emploierais. Donc je partirais peut-être plutôt sur ces fameux singles plutôt pop et sur les ballades tire-larmes, dont And Don't Cry, qui pour moi est un morceau phénoménal. Voilà. Clairement. Il y a You Are a Light aussi. You Are a Light. Moi, ça va être difficile de faire un top 3 parce que, en fait, il y en a 4. Donc, c'est un top 4. Top 4. Il y aurait forcément Major Leagues, Carrot Rope, You Are a Light, du coup, et Spit on a Stranger. Vraiment ce que je préfère. Et en fait, je trouve aussi que même sur les morceaux plus déstructurés, il y a toujours un élément qui vient te choper sur ces morceaux de Terror Twilight. Genre sur Platform Blues, qui est un morceau que j'aime pas tant par rapport au reste. Il y a un riff qui arrive je pense à 1 minute 30 de la fin, qui vient en fait te choper et tu te dis mais c'est pas juste ce truc un peu mou, éclaté, chiant. Et c'est ce qui se passe à plein de moments de l'album en fait, quand on pense qu'on est parti sur du Pavement crado mais pas avec la prod adéquate, il y a toujours un élément qui vient te chercher, qui est souvent mélodique. Et il y a Billy que j'aime bien aussi, avec toutes les fanfares. Ouais, et il me semble que c'est juste avant le refrain. Il y a en gros il y a 2 accords mineurs qui viennent qui me transpercent le cœur à chaque fois, et ensuite on passe sur un refrain qui est un peu gueulé par Macmus. Et c'est pas dans mon top morceau, mais je le trouve très touchant aussi, Billy. Ok. Pour ma part, je vais peut-être le répéter à chaque épisode, mais en fait, vu que j'ai un rapport assez direct avec la musique, moi il faut que ça king tout de suite. Donc en fait, les premiers morceaux sur lesquels j'ai kinké, on va dire, dans cet album-là, c'est le single Carrot Rope, et aussi la folk jam, en fait, qui est la deuxième chanson là. C'est une folk un peu désingandée ou quoi, et puis c'est une chanson qui roule vite, j'appelle ça comme ça, en fait. C'est voilà. Et après, au fur et à mesure des écoutes, là tout à l'heure, Eric parlait de And Don't Cry. Pour moi, c'est une chanson de fou, voilà, acoustique, mid-tempo, enfin voilà, où Macmus c'est être émouvant, c'est être, il sait faire, on voit qu'il sait faire plein de choses quoi du coup, et moi ce que j'adore dans cette chanson, c'est de la manière dont parfois en fait Macmus arrive à... C'est pas lui qui l'a écrit, hein. En tout cas comment il la chante et comment peut-être il l'a composé, mais en tout cas c'est en fait des fois il fait des décrochages en fait, il sort en fait de sa de la mélodie on va dire principale en fait, t'as l'impression qu'il va tomber quoi en fait, tu sais, mais en fait il sort son truc, il décroche et il fait un truc super encore mieux, et après il arrive en fait à rattraper encore son truc, et en fait moi c'est ce qui fait tout le truc de cette chanson là qu'en fait, moi rien que d'en parler tu regardes, j'ai des voilà quoi, et mais voilà, et il y a la chanson pour moi The X, vous l'avez pas cité ou quoi, ouais. mais pour moi c'est une sorte de
tu vois, souvent je dis une chanson que je trouve bien, c'est une chanson avec laquelle je pourrais conduire jusqu'au Mexique, enfin tu sais, en voiture comme ça, j'écouterais que dans ça, la quoi, nuit. tu sais, voilà. Ouais. J'écouterais que ça tout le temps. Bah, The X, ça fait partie de ces chansons-là, une espèce de... ça commence comme un slowcore, tu sais, mais Americana, ça part après avec un solo de fou. Enfin, je trouve cette chanson-là, je la trouve incroyable, quoi. En fait, tout à l'heure, on parlait justement des difficultés de process dans la fabrication de l'album ou quoi. En fait, au tout départ, ce titre-là devait être l'ouverture en fait de cet album-là. Je comprends quelque part qu'il l'ait pas choisi parce que c'est quand même. Alors, moi, je comprends qu'il l'ait pas choisi, Ouais. mais par contre, je comprends pas que ce morceau ne ferme pas l'album. Ouais, c'est Enfin, possible. je trouve, alors, je sais pas vous, Ouais. on va peut-être laisser Joe s'exprimer d'abord sur ses morceaux favoris. Je ne vais pas être très original sur le choix des morceaux. Moi, mon préféré, c'est And Don't Cry. Après, c'est Major League. Et après, c'est Spit on a Stranger aussi. Mais après, le reste des morceaux me touche aussi. Mais c'est ces trois-là. Je sais que c'est par ces trois morceaux très pop que je me suis mis vraiment à aimer Pavement. Comme tu disais, par un côté, il y a une espèce de fragilité, de quelque chose où, je sais pas, tu le sens sur le bord d'une falaise et qui peut tomber, mais en même temps se rattraper au dernier moment. Il y a quelque chose de tangible dans les propos, dans la musique. Mais Mike Mus avait déjà montré que ça allait faire ça avec des chansons comme Here, tout ça. Et c'est vrai que c'est des chansons, c'est pareil, hein. Here, son premier album, c'est quand même une chanson très... voilà, elle a pas été reprise par les Tindersticks pour rien. Enfin, je veux dire, c'est quand même une chanson où il savait montrer en fait déjà que c'était quelqu'un, que c'était un, je sais pas, j'allais dire un McCartney lo-fi, enfin tu vois, mais c'est clairement intéressant ce que tu dis jusque dans le texte de Here, quoi, où il dit j'étais fait pour le succès, mais le succès n'est jamais venu, quoi. Enfin, c'est exactement ça. Moi je le vois comme ça en fait. En fait, je le vois comme un mec brillant, tu sais, mais qui en fait au début était un peu prisonnier, tu sais, de son carcan. On a un groupe, on a un groupe de slackers, du coup on va quand même pas faire les choses trop propres et tout ça, quoi. Et je trouve dans Terror Twilight avec des titres comme I Don't Cry, là il y arrive parfaitement. Enfin, peut-être que Mac Mus, lui quelque part, tu sais, cet album ou bien ces chansons qui ne sont pas aimées par les fans, lui quelque part pour lui, il a atteint ce qu'il voulait atteindre, en fait, quoi, tout simplement. Et je voudrais aussi, j'en ai pas pu en parler, mais des chansons comme Club Form Blues, je l'avais évoqué, Chloé, des chansons comme Spixie, Remember, tu sais, voilà. Et là, je trouve que c'est là où on sent aussi beaucoup le côté Godrich, c'est-à-dire que c'est une couche, deux couches, trois couches superposées ou quoi, et je finis par en outro, t'as l'impression que tout se regroupe et tout. Et pour moi, c'est ça un peu la production Godrich et qui fait aussi cet album-là et que j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est tout à l'heure, je parlais de Blur. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Platform Blues, tu sais, ce riff de guitare qui arrive à la fin ou quoi. Et c'est ce que fait Blur comme dans des titres comme Trim Trap ou quoi, dans 13 ou quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent d'un truc, puis à la fin, t'as vas-y, je te sens un gros riff, et puis machin, et puis ça dure, puis ça emporte la chanson ailleurs, quoi, en fait, tout ça. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi. Toi, tu l'aimes pas. En fait, j'aime beaucoup la fin. Ouais, voilà, quoi. Et c'est en ça aussi que j'aime ces chansons, c'est qu'en fait, on part d'un point, mais on arrive totalement ailleurs, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cet album-là aussi, quoi. Ouais, non, j'avais juste une petite interrogation là tout à l'heure, du coup, parce que moi je trouve que The X, c'est vrai que je m'en veux même de ne pas y avoir pensé, mais bon. Je trouve que c'est un morceau de clôture incroyable, notamment, enfin, moi j'ai aussi une compilation Domino Records qui reprend X groupe de la fin des années 90, début des années 2000, et ils terminent, c'est un double CD, il y a un CD qui se termine par The X, parce que, enfin, voilà, pour eux, c'est le truc qui doit terminer cette compilation. Ça vous choque pas, vous, Carrot Rope, comme dernier morceau? Moi, non. D'accord, donc ça m'intéresse d'avoir mais vos deux est-ce que c'est avis. pas un truc d'adieu, parce que c'est quand même une chanson assez foutraque, tu sais, peut-être à l'image de ce qu'était le groupe, tu sais, au tout début ou quoi. Et quelque part, c'est le morceau un peu qu'on n'attend pas, en fait. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne à chaque fois que j'écoute cet album. J'ai l'impression que ça s'arrête d'adieu, voilà ce qu'on était, et voilà, et puis peut-être qu'ils savaient déjà qu'il y aurait plus d'autres albums de Pavement. Enfin, je sais pas, moi, moi, ça m'avait choqué quand je l'avais écouté les premières fois. C'est un single. Et je me suis dit, mince, je me disais, ça annonce peut-être autre chose. Je me suis fait avoir plus comme ça en disant, j'ai l'impression que l'album se terminait avec The X.
tu vois, et que boum, comme si on nous mettait, tu sais, les fameux morceaux cachés qu'on nous mettait, tu sais, où tu devais passer un blanc, t'as connu ça, les CD, où au bout de 40 Bien minutes sûr. de blanc, t'avais un morceau, tu vois. C'est un peu comme s'il y avait ce morceau qui arrivait comme ça, un peu, il est un peu ovniesque finalement, Carrot Top à cet emplacement-là, non? Ouais, je sais pas, je pense que c'est le I got bit by Weather qui me fait dire que c'est une super clôture en fait. Ça, avec l'intro de dialogue qui dure 1 minute 30 ou un peu moins. Un peu choral, ils chantent tous. En plus, c'est même pas lui qui chante au début, c'est les autres membres du groupe en fait. C'est ça que non? Ouais, enfin je sais pas, du coup pour moi ça fait sens que ce soit là un peu un morceau en tube, un peu ironique. Je sais pas, enfin. C'est peut-être une toute petite lumière. Ça donne en tout cas une connotation plus lumineuse. Ouais, clairement. Ouais. Mais ouais, moi je le prends plutôt comme. Je sais pas, après c'est peut-être l'histoire que je me raconte dans ma tête tout seul. Je me dis que peut-être ils savaient que c'était peut-être leur dernier truc et voilà, et on va clôturer par un truc où on entend les autres membres du groupe, où ça fait un truc un peu choral. Ouais, moi c'est comme ça que je le vois. En fait, et puis comme une sorte de lettre d'adieu quoi. Surtout que c'est d'autant plus curieux que Citre-là c'est un single, ça peut retrouver en toute fin d'album. C'est aussi assez curieux aussi en soi quoi. Et peut-être que c'est, tu sais, entre la sortie du single et puis la sortie de l'album, peut-être que c'est peut-être un laps de temps où peut-être les mecs ils ont senti peut-être que on n'irait pas plus loin ensemble et puis voilà, enfin je le vois comme ça moi en fait, tu vois. Et moi savoir que ça se termine par Carrot Trop, ça me donne envie de l'écouter jusqu'à la fin aussi, donc, c'est clair. Juste bien joué. En parlant de tracklisting, là vous avez vu la réédition de 2022 justement avec un réagencement de ces morceaux. Est-ce que vous l'avez déjà écouté? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous préférez la version de 99 ou est-ce que vous préférez la version de 2022? Non, moi pour ma part, je reste sur 99. Je suis le fan hardcore de Terror Twilight comme il est et comme il sera toujours. Voilà, c'est vrai que je l'ai pas écouté, j'avoue. Je devrais peut-être, mais. Ouais, et puis elle est. Enfin, moi je trouve que ça fonctionne pas. La tracklist de 2022. C'est vrai? Ouais, il y a notamment, je crois que c'est au début de la phase B, l'enchaînement Major Leagues, Carrot Top, je trouve que c'est une idée catastrophique de mettre ces deux morceaux côte à côte. C'est comme si sur la phase A il y avait toutes les choses un peu XP et sur la phase B on a tous les singles et on va dire tous les morceaux lumineux et plus pavement on va dire. Ouais, alors que la tracklist originale est sinueuse et que c'est ça qui fonctionne quoi. Complètement. Tout à fait. Toi Eric, tu l'as écouté la version 2022? Je l'ai pas écouté, non, moi j'en suis resté à la version 99, mais tu sais, moi quand j'ai quelque chose, en général, je suis assez traditionnaliste pour ce genre de choses-là, et je me dis que si les gars ont fait ça à l'époque, c'est que ils pensaient que c'était ce qu'il fallait faire, donc j'ai toujours un peu de mal avec ces trucs où on réagence, machin bidule. Donc non, j'avoue humblement ne pas l'avoir écouté, je sais pas trop si j'ai envie en fait de l'écouter. Voilà. Et après, si je peux me permettre, c'est vraiment en adéquation aussi avec ce que vous avez dit tout à l'heure, tous et toutes très bien. C'est que c'est un album qui s'écoute de toute façon d'une traite. C'est vrai que moi c'est pareil. J'extrais très peu de morceaux de Terror Twilight, alors que c'est peut-être l'album où il y a les singles les plus forts, quoi. Et je les extrais pas. Parce qu'ils ont leur place là où ils sont. Puis ils sont hyper bien placés. C'est vraiment début, milieu, fin. Et donc du coup ils encadrent parfaitement cet album. Je trouve qu'il est la version de 99 est juste parfaite. D'accord, c'est vrai que moi qui écoute, peut-être tu vas poser la question tout à l'heure, mais si on écoute encore cet album là, si on écoute encore Pavement aujourd'hui, tu peux enchaîner par ça. Moi j'écoute très régulièrement Pavement encore aujourd'hui et très régulièrement cet album là quoi. Et c'est vrai que cet album là, autant tu sais dans la carrière de Pavement, je vais piocher 2-3 morceaux par album ou quoi, parce que j'arrive pas, je les trouve moins ils sont peut-être plus marquants pour les vrais fans du début ou quoi, mais je les trouve moins homogènes, moins friendly quoi, on va dire quoi, tu vois. Tandis que celui-là, c'est vrai que comme dit Eric, c'est vrai que si je mets sur play à Spit on the Stranger, je vais laisser l'album quoi en fait, tout simplement. Les autres j'ai plus piqué à droite et à gauche ou quoi. Mais et du coup j'enchaîne pour dire si j'écoute encore beaucoup ou quoi. Enchaîne. Non, clairement, en fait, Pavement, c'est comme un groupe, c'est ses refuges, en fait, clairement, quoi. Pour moi, c'est l'image du. J'ai utilisé beaucoup ce terme-là, alors qu'en fait, c'est faussement cool, quoi, tu sais, mais
Mais en fait, quand je l'écoute, j'ai l'impression de retrouver mes 15-16 ans, quoi, en fait, tout simplement. Et j'ai besoin, en fait, souvent, d'autant plus aujourd'hui, on vit dans un monde très... tu vois, c'est lourd à vivre, je trouve. Et j'ai besoin souvent de retrouver cette bulle-là, en fait, tu sais, un peu insouciante, de ce que dégageait ce groupe, de ce que dégageait Malkmus, qui, quand j'étais gamin, je le trouvais magnifique comme bonhomme d'ailleurs. Quand j'étais ado, quoi, tu vois. Tu sais, l'album solo, on voit. En fait, quand j'étais ado, je voulais lui ressembler. Bon, j'ai jamais réussi, tu vois. Mais tu vois, je trouvais tout cool, en fait, dans ce groupe-là. Là. Et effectivement, aujourd'hui, souvent, je pense au moins une fois par semaine, hein, facile, clairement. À quoi. Malkmus ou à Pavement? Ouais, l'un des trucs, un truc qui touche à Pavement, quoi. Tu vois, le matin, je mets la bagnole au parking et tout pour aller au boulot et tout, hop, je mets le casque, je me dis, allez, on va se la jouer cool aujourd'hui, j'écoute un Pavement, quoi, tu vois. Tu sais, j'aimerais que le monde soit à l'image de ce groupe, quoi, tu vois. Tu vois? Non, mais clairement, quoi. Hein? C'est beau. Ouais. Non, mais voilà, quoi. Chloé, tu le réécoutes souvent, toi, cet album? Terror Twilight, c'est celui que je réécoute le plus souvent, ouais. Ok. Ouais, vraiment. Et les autres albums de Pavement, je les réécoute au moins une fois par an, mais je les connais moins. Donc. Et après, les autres albums de la carrière de Malkmus, en solo, The Jix. Je connais moins en vrai. Ok. Je connais les premiers. Mais du coup, ce serait un truc à faire en entier un de ces jours. Il faut te faire un marathon. Ouais, un petit marathon, c'est pas Malkmus. Moi, Pavement, j'écoute pas régulièrement, mais ça fait partie. J'ai 2-3 groupes comme ça, que c'est des groupes un peu curatifs en fait, où de temps en temps j'ai besoin de les écouter de manière extrêmement intensive. Alors ça va durer 15 jours, 3 semaines, et je ne vais écouter que Pavement. J'ai par exemple, je peux donner un autre exemple, j'ai le même truc un peu borné comme ça avec un groupe comme Wire, je sais pas, mais je peux pas expliquer pourquoi en fait. Il se passe des trucs avec ces groupes-là. Je pense qu'il y a une espèce d'urgence en fait dans leur musique, d'immédiateté en fait, de dire des trucs un peu apocalyptiques, je sais pas, je peux pas expliquer. C'est un peu la fin du monde, et à un moment donné, quand je sens qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie ou machin, il faut que je me fasse une cure de Pavement, une cure de Wire. Violent Femmes aussi, voilà, j'ai des groupes comme ça qui m'envoient un truc, une espèce de shoot en fait, et j'ai besoin d'un shoot de Pavement. Et alors ça va, mais c'est très espacé dans le temps. Ça peut arriver tous les 3-4 ans où je vais me faire 15 jours à écouter Pavement, et après il m'arrive bien évidemment de piocher un morceau à droite à gauche ou d'entendre, voilà, mais sinon je réécoute pas régulièrement, on va dire, des albums complets. Là je l'ai fait pour préparer un peu ce podcast, et sincèrement j'ai pris un plaisir fou par contre à me replonger dans celui-ci particulièrement. Ouais. Mais c'est vrai, moi pour en revenir tout à l'heure, à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu vois, moi quand j'écoute Pavement, j'ai envie de remettre mon suite à capuche, de retourner à 15 ans où je me nourrissais que de Frosties. Tu vois ce que je veux dire, c'est cette époque insouciante et tout, et je trouve que peut-être c'est parce que je vieillis, quoi, tu sais. L'Americana cool. Ouais, voilà, et j'ai besoin de plus en plus de retrouver cette ambiance. Du coup, ça me rassure, et je suis bien, je suis dans mes petites baskets, un peu usées, quoi, tu vois. Tu préfères écouter ça que le Purple Mountains? Ouais. C'était juste pour prendre quelqu'un d'autre de la scène. Ouais, voilà, quoi. Mais en beaucoup moins joyeux. En beaucoup moins joyeux, moins... ouais. Mais on clairement, quoi. Ouais. Mais je voulais savoir si Pavement, ça vous a ouvert vers d'autres trucs. D'autres trucs, ouais, notamment par le côté, on va dire, déstructuré, peut-être des choses aussi un peu plus, personnellement, des choses un peu plus shoegaze aussi, qui m'ont, je sais plus, il y a pas un groupe qui s'appelle Ariels ou un truc comme ça, non ? Ouais, et ça me fait vachement penser à Pavement, pour moi c'est un Pavement mélangé à My Bloody Valentine, et grâce à Pavement, j'aime bien ce groupe. Et après, si c'est par les côtés pop, je sais que Real Estate a vachement été influencé par cet album-là pour avoir ces espèces d'harmonie dans certains de leurs morceaux, par exemple It's Real ou des choses comme ça. C'est vachement harmonieux, et on sent qu'il y a un petit côté Pavement, Terror Twilight, quoi. Kurt Weill aussi, qui par son côté un peu plus folk et harmonieux, on sent qu'il y a un côté Pavement, voilà, digéré.
Ouais, moi je sais que par exemple j'aurais jamais écouté Silver Juice si j'avais pas écouté Pavement. Purple Enfin, Mountain. Ouais. Enfin, enfin, ça me serait complètement passé au-dessus. J'aurais pas du tout aimé. Et bizarrement, c'est aussi écouter Pavement qui m'a permis de commencer à apprécier Sonic Youth. Ah ouais. Oh, ok. Parce que je comprenais rien à Sonic Youth, j'avais aucun plaisir à écouter Sonic Youth. Et en fait, en commençant à aimer Pavement, c'est là où j'ai pu aimer des trucs comme Washing Machine par exemple. Ouais, bah moi pareil, hein, enfin, toute une culture américaine en fait des années 90, la porte d'entrée a vraiment été Pavement. Bon, il y a Silver Juice bien sûr, enfin tout ce qui gravitait, tout ce qui était un petit peu folk aussi, country, folk, tous les projets éventuellement de Will Oldham, tout ce qui est Palace Brothers, etc. Et peut-être un côté aussi un petit peu plus rock américain que j'évoquais tout à l'heure. Pavement m'a amené vers des groupes comme Fugazi aussi ou Slint. Que j'aurais pas obligatoirement non plus écouté sans eux. Donc, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a un côté assez bruitiste et violent, mais en même temps quand même hyper abordable chez Pavement. Et c'est ça qui est quand même assez appréciable. C'est que c'est un bon palier, je trouve, en fait, pour accéder ensuite à quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, c'est un groupe assez intermédiaire qui fait bien la bascule. Donc c'est hyper intéressant, quoi. Moi, bizarrement, c'est le côté folk de Terror Twilight, du coup, qui m'a amené vers des artistes plus folk. En fait, bizarrement, après j'ai découvert des groupes comme Wilco, tout ça et tout, dont je suis devenu fan ou quoi. Enfin, toute cette scène-là, un petit peu, tu sais, folk, mais folk contemporaine, quoi, en fait. Tu vois, pour moi, en tout cas, ça m'a plus amené vers des groupes comme ça. Enfin, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça m'a tout Pavement qu'ils étaient, en fait, ils m'ont plus éduqué avec Terror Twilight à la folk plutôt qu'à côté, tu sais, bruitiste ou quoi, tout ça, quoi. Et donc, en tout cas, Wilco que je recommande aussi fortement, tous. Et pour terminer cet épisode, est-ce que vous recommanderiez cet album Terror Twilight à des gens qui ne sont pas sensibles à Pavement et qui souhaiteraient accrocher au wagon du groupe ? Alors moi, je recommande... Déjà, je verrais plus de ce truc à l'envers. C'est-à-dire quel album je ne recommanderais pas. Ok. Je pense qu'il ne faut pas rentrer par Slanted and Enchanted, par exemple le premier. En fait, je vais me mettre un petit peu plus radical et pourtant Dieu sait si... Moi, j'adore toute la discographie de Pavement, mais je ne commencerai pas par les 3 premiers, en fait. Moi, je commencerai par Brighten the Corners, personnellement, parce que je trouve que c'est vraiment l'album de la bascule où on a véritablement l'identité Pavement, mais dans un format finalement assez classique et pop, plutôt abordable. Et on n'est pas non plus à l'extrémité que va atteindre Terror Twilight. Donc je pense que quelqu'un qui va accrocher à Brighten the Corners pourra accrocher à ce qui s'est passé avant et pourra accrocher à Terror Twilight. Voilà. Donc je pense que moi, mon album d'introduction, ce serait Brighten the Corners. Moi je suis d'accord et je pense que ça peut être l'album qui donne envie de persévérer, quoi. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Parce que je pense en effet qu'en écoutant les 3 premiers, ça donne vraiment envie de pas s'accrocher. Alors que Brighten the Corner, c'est un bon entre-deux, quoi. Moi, je conseillerais de faire d'abord Brighten the Corners, puis Terror Twilight, et ensuite de commencer dans l'ordre qu'on veut. Peut-être pour With the We ensuite. Ouais, je remonterai, moi. With the We, Crook Train, et ensuite... et Slanted and Enchanted. Crook Train peut aussi être une bonne porte d'entrée, en vrai, plus que Slanted and Enchanted. Je pense. Parce qu'il y a des tubes dessus, quoi. C'est vrai. C'est vrai que les tout premiers albums, forcément, on peut avoir des difficultés à rentrer dedans ou quoi. C'est pour ça, en fait, il existe un best-of, mais tu en as parlé tout à l'heure, il s'appelle Quarantine the Past. Je sais plus si c'est un double ou si c'est un simple. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de chansons ou quoi. Je dirais pas qu'il est bien fait, parce que je trouve qu'on respire pas assez dans ce best-of. Vas-y, on se tape tout Pavement, là, comme ça et tout. Mais en tout cas, il a le mérite, en fait, de reprendre les, on va dire, les highlights, en fait, tu sais, des premiers albums, parce qu'il y en a quand même, tu vois, dans le premier, le deuxième, troisième ou quoi. Et de prendre vraiment les gros morceaux, il y a ce mérite-là, quoi, en fait, de prendre les gros morceaux qui peut introduire aussi, en fait, dans l'univers Pavement. Mais enfin, ce qui est un peu
marrant avec ce groupe, c'est qu'en fait ils ont tellement, enfin c'est assez pléthorique quand même ce qu'ils ont fait en si peu de temps quoi. Et si en fait on se limite à voilà aux albums ou quoi, on passe. Je trouve que dans les phases B il y a aussi des trucs assez incroyables. Il y a des titres comme Harness Your Hopes ou des titres comme Texas Never Whispers. Il y a aussi une reprise que je trouve folle de The Killing Moon de Cohen the Bunnymen. C'est un live enregistré à la BBC ou quoi. Et c'est vrai que si on plonge pas, on va pas forcément les découvrir ou quoi. Enfin, en tout cas, voilà, au moins j'ai cité les titres aussi, ces titres-là ou quoi, qui peut aussi être une porte d'entrée en fait. Il y a aussi l'EP What's Really Domestic. Tout à fait, ouais, avec Texas Never Whispers, c'est ça. Avec le coq là. Ouais, c'est ça, je pensais à ça exactement. Ouais, tout à fait. Mais moi je pensais au morceau Shoot the Singer qui est genre. Tu peux pas écrire un truc plus pop que Shoot the Singer. Et pourtant ça sort, je crois que ça sort la même année que Slanted and Enchanted, il me semble, hein. C'est le début de carrière. Ouais, début, ouais. Donc voilà, enfin, plein de chansons. Pour ma part, plein de chansons. Souvent, je dis c'est des chansons dans lesquelles j'aimerais vivre en fait. Tu sais, Pavement, il y en a plein comme ça. Et bien sur ces belles paroles de Marquand qui voudrait vivre dans l'univers de Pavement, on peut conclure ce deuxième épisode de Bande de Pop. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de vous replonger avec nous dans l'album. On espère que vous avez aimé cette discussion et qu'elle vous a donné envie de réécouter l'album ou de le découvrir autrement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre une note ou un petit commentaire. Vous pouvez aussi en parler à vos amis, ça nous aiderait vraiment à le faire découvrir. On revient très vite avec un nouvel épisode, et d'ici là, à très vite dans Bande de Pop. Ciao. Salut. Salut.